Bonjour à tous, bienvenue à cette première conférence du cycle de conférences sur la voix organisé par le Hub Francia et le Voice Lab. Le Hub Francia est une association à but non lucratif qui aide ses membres à s'approprier l'IA et à en profiter de toutes les utilisations possibles qu'ils peuvent en faire, quel que soit leur niveau de maturité. Le Voice Lab est membre du Hub Francia, est une très belle communauté issue d'un projet de mutualisation des données soutenu par le ministère de l'économie et qui a donc donné lieu à ce consortium, cette communauté des acteurs de l'IA dans la voix, lesquels créent une magnifique marketplace de ces solutions-là, mais ils vous en diront bien plus que moi. Les enjeux pour nous de cette conférence, c'est notamment d'analyser ce sujet de la voix dans l'IA au moment où la voix va devenir une interface de plus en plus utilisée et pas seulement dans des domaines comme la relation client, mais aussi dans des applications très sensibles, des applications industrielles pour communiquer avec les machines, dans des applications médicales également. Donc, il nous paraît essentiel d'avancer plus avant sur ce sujet. Il y a aussi un sujet caractéristique qui est l'aspect linguistique, qui est une de nos caractéristiques en Europe, qui présente des défis très importants, mais peut-être aussi des atouts. Nous avions, avec le Voice Lab l'an dernier, organisé avec Etalab un atelier sur les caractéristiques de l'IA francophone et le projet PIAF d'Etalab. Aujourd'hui, il s'agit de commencer à faire connaître les travaux du Voice Lab, de porter à la connaissance d'un public plus large à des fins de sensibilisation, à des fins de dissémination, donc de porter à la connaissance d'un public plus large les travaux du groupe de travail que constitue le Voice Lab. Voilà. Je vais laisser sans plus tarder la parole au président de l'association Voice Lab. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Karel Bourgois. Karel, la parole est à toi. Merci beaucoup Gaël. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui à cette première conférence du cycle de la voix. Donc effectivement, le cycle de la voix, c'est une volonté commune entre l'association le Voice Lab et le Hub Francia d'organiser de façon récurrente. Donc c'est le premier, mais notre objectif, c'est d'en faire un par mois. Les deux prochains seront déjà planifiés. Des petites conférences sur des sujets autour de la voix qui peuvent être très divers. Hein. Donc aujourd'hui, on va être sur un sujet assez technique, vous verrez, mais néanmoins passionnant. Et puis, la prochaine conférence sera sur des sujets un peu plus marketing et business. Donc aujourd'hui, l'association Voice Lab, on a, grâce à l'aide du Hub Francia, reçu une aide de la BPI de 4,7 millions pour créer une plateforme qui va permettre à l'ensemble des acteurs de la voix en France de faire connaître leurs offres, d'être plus compétitifs au niveau international, parce qu'on pense que l'écosystème aujourd'hui est un peu fragmenté, beaucoup d'acteurs relativement petits, et on sait qu'il y a des très très gros acteurs sur le domaine, et on pense qu'on peut faire de ce qui pourrait être perçu comme une faiblesse, une force, en travaillant tous ensemble, travailler ensemble, c'est aussi partager ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous avons deux personnes qui vont vous présenter des travaux sur ce qu'on appelle le Wave2Vec. Ils vous expliqueront ce que c'est, mais disons que c'est parmi les dernières technologies dans le domaine. Donc, on a Eric Bolo, le CTO de Bad Voice, l'un des membres du Voice Lab, et Ilyes Rebé de l'Inagora, qui dirige les équipes voix chez eux. Donc, le déroulé, ça va être que Eric va commencer par une présentation, on va dire, du contexte. Suite à sa présentation, si vous avez des questions durant la présentation, vous les posez dans la partie questions de l'outil Livestorm, et à la fin de sa petite partie, on y répondra. Après quoi, Ilyes passera sur la partie proprement dit de Wave2Vec, et là encore, n'hésitez pas à poser plein de questions dans la colonne questions, et à la fin de sa présentation, il y répondra, et puis on prendra à ce moment-là aussi peut-être d'autres questions qui pourraient être plus génériques et pas simplement sur la présentation. Voilà, je vais laisser Eric se présenter et puis commencer la présentation. Merci Eric. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas sûr que vous me voyez. Oui. En tout cas, est-ce que je vais mettre ta presse parce qu'effectivement, on a un petit problème technique. Il semblerait qu'on doit le choisir entre voir Eric et voir sa presse. Donc, malheureusement, nous ne le verrons que plus tard. D'accord, donc je continue sur la presse. Hein.
Donc, merci Karel. Ouais, tu peux te présenter quand même. Oui, d'accord. Bien sûr, donc Eric Bolo, CTO chez Bad Voice. Bad Voice, c'est une startup créée en 2015 qui développe des technologies vocales, de reconnaissance vocale, d'analyse du discours, d'analyse de l'émotion, avec plusieurs usages. On a commencé par l'analyse des conversations call center à des fins d'amélioration de la relation client, et on travaille toujours dans ce domaine. Et on travaille aussi depuis un peu plus récemment sur des enjeux d'analyse d'appels d'urgence en contexte médical. Voilà. Donc merci Karel pour cette introduction. Effectivement, le thème, la technique qui va être centrale dans cette présentation, c'est Wave2Vec. Mais avant de rentrer dans les détails de cette méthode en particulier, pour ce premier cycle voix, on pensait qu'il serait intéressant de donner un tour d'horizon un peu plus global des méthodes d'apprentissage auto-supervisées, dont Wave2Vec est un exemple. Donc pour commencer, l'auto-supervisé, c'est un type d'apprentissage non supervisé qui est lui-même un des 3 paradigmes d'apprentissage automatique, avec le supervisé. Donc le supervisé, un modèle va apprendre à prédire des annotations qui sont associées aux exemples d'entrée. Dans le paradigme de renforcement, on va avoir des agents qui vont interagir avec un environnement et qui sont susceptibles d'être punis ou récompensés par cet environnement en fonction de leurs actions. Et dans le non supervisé, on va faire de l'apprentissage automatique uniquement à partir de la donnée non annotée. Et donc l'auto-supervisé est un type d'apprentissage non supervisé. Donc le supervisé est très utile et très direct a priori. Donc l'idée, c'est qu'on va partir de la donnée d'entrée et essayer de prédire un label, une annotation. Donc ça pourrait être par exemple du sentiment analysis. On va prendre un bout de texte et prédire le sentiment associé. Donc au préalable, on aura annoté le texte et l'idée, c'est de le prédire. Donc a priori, très clair. Mais le problème, c'est qu'annoter cette donnée est souvent coûteux, parfois impossible. Ensuite, les labels ne sont pas toujours fiables, donc ils sont sujets aux erreurs de traitement, aux erreurs humaines, à la subjectivité. Et puis, en fait, c'est la notation humaine qui va limiter ce que peut apprendre le modèle. Et enfin, si le but, ou en tout cas si on veut s'inspirer de l'apprentissage humain, construire des systèmes d'intelligence artificielle uniquement de manière supervisée n'est probablement pas la meilleure manière de s'y prendre, puisque les humains apprennent en grande partie de manière autosupervisée. Donc les promesses de l'autosupervisé, c'est d'abord de pouvoir se passer d'annotation, donc de données exogènes, et d'apprendre uniquement sur les données d'entrée. Donc si par exemple on a de la parole, et qu'on dispose de plusieurs milliers d'heures de parole, on n'aura pas besoin de les annoter a priori. Ça va aussi permettre de se passer d'extracteurs de features. Donc les features, ça va être des caractéristiques qu'on va extraire de la donnée brute pour faciliter le travail du modèle. Le problème de ces features, c'est souvent ils requièrent de la connaissance experte, ils vont être spécifiques au domaine, ils introduisent des pertes d'informations et ils peuvent freiner la généralisation. Et donc, l'idée de l'autosupervisé, c'est de développer à l'inverse des compétences transverses en réutilisant des représentations apprises de manière non supervisée pour d'autres tâches. Et ces autres tâches peuvent être, elles, supervisées ou par renforcement. Donc, c'était les flèches. L'autosupervisé peut aider au fine-tuning, à l'amélioration des modèles supervisés ou de renforcement. Est-ce qu'on a des questions pressantes ? Ou je continue, Karel? Je crois que pour l'instant, tu peux continuer. OK. Donc, a priori, ça peut paraître un peu bizarre. On va partir d'une donnée brute, mais comment définir l'objectif du modèle? Comment définir le coût d'utilité ou la fitness du modèle? Le principe, c'est de prendre la donnée elle-même comme vérité terrain. Et donc, le but du modèle va être de prédire tout ou partie de cette même donnée. Et si c'est un peu abstrait, je vais donner rapidement 2 exemples. Premier exemple, on donne un texte à trous à un modèle et le rôle du modèle va être de deviner les mots masqués.
Deuxième exemple, on va projeter un signal audio ou une image ou un film dans un espace à plus faible dimension. Donc ça, c'est la phase d'encodage et de compression. Et ensuite, le modèle va apprendre à essayer, en tout cas, de reconstituer le signal audio original à partir de cette représentation compressée. Voilà pour le principe. Et là, je vais passer en revue donc, quelques exemples d'algorithmes autosupervisés, en commençant par l'analyse du texte, l'analyse de la langue avec Word2Vec. Donc Word2Vec, qui est une méthode publiée par Mikolov et autres en 2013. Donc tout à l'heure, je parlais de classification, de sentiment analysis. Si on continue avec cet exemple, dans le sentiment analysis, on dispose donc d'un texte et d'une notation. Ce texte, il faut pouvoir le traduire de manière à qu'il puisse nourrir un modèle. Une manière d'encoder les mots, c'est, on va dire, une manière naïve, c'est l'encodage dit de one-hot. Donc là, l'idée, c'est qu'on va créer un vecteur qui a la taille du vocabulaire. Donc s'il y a 3000 mots dans le vocabulaire, on va avoir un vecteur de taille 3000. On va mettre 1 à l'index du mot et 0 partout ailleurs. Alors, donc cette méthode permet bien de discriminer et d'identifier tous les mots, mais présente deux désavantages majeurs. D'abord, ce sont des très longs vecteurs. Et pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler ou ont souffert eux-mêmes de la malédiction de la dimensionnalité, on sait que plus l'espace d'entrée est à faible dimension, plus ce sera facile pour le modèle. Donc, donner des vecteurs très grands comme features, en général, ce n'est pas une bonne idée. Et puis, par ailleurs, cet encodage ne contient aucune information de type linguistique, sémantique ou d'information sur le monde. Puisque tous ces vecteurs-là sont orthogonaux les uns par rapport aux autres. Donc, il n'y a pas des mots qui se ressemblent plus que d'autres a priori. Or, on sait que ce n'est pas le cas dans la langue. Donc, pardon, là, je vois une erreur. J'ai mis encodage Wave2Vec. Je voulais dire Word2Vec. Le mot Wave2Vec vient d'ailleurs de Word2Vec. Donc, l'idée de Word2Vec, c'est d'encoder les mots chaque mot avec un vecteur de taille n, où n est bien plus petit que la taille du vocabulaire. Donc, en pratique, ça va être des vecteurs de taille 256, 512, par rapport à un vocabulaire de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de mots. Donc, c'est une représentation beaucoup plus dense. Comment Word2Vec obtient ces représentations? Eh bien, vous vous souvenez, je parlais du principe de l'autosupervisé, c'est toujours le même principe, c'est de prédire la donnée elle-même. Donc, Mikolov avait présenté deux manières de faire. À gauche, la première, donc on voit une fenêtre environnante, donc ça c'est des mots. On a le mot à t-2, le mot à t-1. Le mot à t0, à t plutôt, est masqué. Et on a les deux mots suivants. Donc, on a une fenêtre de deux mots précédents et de deux mots suivants. En appliquant un feed-forward neural network, on va pouvoir essayer de prédire le mot central. Ou à l'inverse, on peut prendre le mot central et essayer de prédire la fenêtre environnante. Et la taille de cette fenêtre est un hyperparamètre du modèle. Donc là, ce qui est intéressant avec ces représentations, c'est que non seulement elles sont denses, mais elles sont sémantiquement riches. Donc là, dans cette illustration, on voit plusieurs vecteurs qui correspondent à différents mots. Et l'exemple canonique, c'est que si on projette les vecteurs déjà dans un espace à 2 dimensions, on voit que ces représentations ont encodé de l'information intéressante. Et l'exemple canonique, donc je disais, c'est de prendre le vecteur king, d'y soustraire le vecteur man, d'y ajouter le vecteur woman, et on obtient à peu près les valeurs du vecteur queen. Donc ça veut dire que le modèle a incorporé des informations sémantiques. Donc l'embedding Word2Vec, non seulement est plus dense que le one-hot embedding, mais il est aussi beaucoup plus riche. Et donc, il peut servir d'extracteur de features en entrée de modèles de classification, de prédiction, etc. La limite principale de Word2Vec, c'est que les représentations associées à chaque mot sont fixes. Donc, ils ne prennent pas en compte le contexte une fois le modèle entraîné.
Donc, si je dis plage horaire et si je dis je suis à la plage, du point de vue de Word2Vec, c'est la même chose. Les deux mots ont le même vecteur associé et le contexte n'est pas pris en compte pendant l'inférence. Ce qui nous amène au deuxième exemple, BERT, vous en avez peut-être entendu parler. BERT est donc un modèle de langue basé sur une architecture neuronale transformer, des mécanismes d'attention. Comme Word2Vec, BERT va produire des représentations denses et riches des mots, mais contrairement à Word2Vec, ces représentations vont dépendre, même pendant l'inférence, du contexte. Donc, pour le coup, plage horaire et je suis à la plage ne vont pas produire les mêmes embeddings pour le mot plage. Donc, petite note architecturale, le BERT emprunte l'encodeur de l'architecture Transformer. Donc, voici une illustration. Donc, Transformer, c'est un modèle qui a été publié en 2017. C'est un modèle donc d'encodeur-décodeur qui est adapté aux tâches de type séquence à séquence, par exemple la traduction. On va avoir en entrée une séquence de taille variable et on va produire en sortie une séquence de taille variable dont la taille n'est pas forcément équivalente à celle de la séquence d'entrée. Et ce que BERT utilise, c'est les mêmes, en gros, mécanismes attentionnels et la même architecture que l'encodeur qu'on voit à gauche. Le principe global, c'est comme Word2Vec, de masquer certains mots dans l'entrée et donc de demander au modèle de prédire ce mot masqué. Et c'est ça la loss, c'est ça l'objectif d'apprentissage. On peut dire qu'une fois que le modèle a appris à faire ça, il a donc bien compris, il a obtenu une représentation distribuée des mots, c'est-à-dire qui prend en compte le contexte. Comme l'architecture de Transformer est aussi essentielle dans Wave2Vec, dont Ilyes va parler un peu plus en détail, je pensais qu'il serait intéressant de s'y attarder. Donc voilà un mécanisme d'attention, en tout cas une partie du mécanisme d'attention. Donc si on prend une séquence simple de deux mots, Thinking Machines, on va projeter ces deux mots, donc par exemple un one hot sur un vecteur de taille n, et pour chaque vecteur de la séquence, on va le projeter dans trois espaces différents et créer trois vecteurs. Donc, on va avoir un vecteur de requête, donc Q1 qui va correspondre à X1, un vecteur de... Est-ce que vous voyez mon curseur? Karel, oui, okay. On voit ton curseur, pas de problème. D'accord, super. Donc, on a un vecteur Q1 qui est une projection de X1. Qu'on va appeler la requête, la query, le vecteur de clé, K1, et le vecteur de valeur, V1. Et ça, on va le faire pour chaque élément de la séquence. Ensuite, on va calculer un score pour chaque mot. Donc, si là, on se concentre sur le mot thinking, on va prendre le produit scalaire entre la requête du mot thinking, K1, avec la clé correspondante. Et on va aussi prendre le produit scalaire de K1 avec K2. Ça va nous donner un nombre. On va le normaliser par la dimension, en gros, ou la racine carrée de la dimension. On va faire un softmax. Ce softmax produit une distribution. Et les valeurs de ce softmax vont pondérer les V1, V2. Et on obtient Z1 en faisant une somme pondérée de V1 et de V2. Donc, je ne sais pas si je vous ai perdu, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que le modèle apprend à lier l'importance de chaque mot avec chaque autre mot de la séquence. Donc, je parlais tout à l'heure des projections. Ces projections, elles sont des projections linéaires qui se font via des matrices. Et l'apprentissage, entre autres, c'est d'apprendre les poids de ces matrices. Donc, les mécanismes attentionnels, je m'y suis attardé parce que c'est vraiment la clé de l'architecture Transformer, mais ça a aussi un autre avantage qui est de permettre la visualisation des activations du modèle. Et ça, c'est toujours intéressant avec des modèles neuronaux profonds parce qu'un défi majeur, c'est d'interpréter les décisions. Vu qu'il y a beaucoup de phases de calcul et de nombreuses non-linéarités, il est souvent difficile
d'introspecter le modèle. Les mécanismes d'attention le permettent dans une certaine mesure. Et pour ce qui est de l'évaluation, donc là, on voit les résultats donc, publiés sur l'évaluation GLU. GLU est une évaluation en fait, qui compile plusieurs tâches et qui donne une idée globale de la performance d'un modèle sur des modèles de langue. Et donc là, on voit que BERT, en tout cas à l'époque de la publication, avait surpassé GPT, des architectures BLSTM. Le premier, je ne sais pas trop ce que c'est, j'avoue, OpenAI SOTA. Voilà, donc pour résumer, on a Word2Vec qui produit des embeddings fixes de manière autosupervisée, et puis on a BERT qui est aujourd'hui le modèle largement utilisé dans de très très nombreuses, donc qui domine maintenant je dirais pas la quasi-totalité, mais de très nombreuses tâches en NLP. Et donc qui se distingue de Word2Vec en générant des embeddings de manière dynamique à chaque fois en prenant compte le contexte. Donc ça, c'est deux exemples qui ont trait au traitement, on va dire, du texte ou de la parole écrite ou transcrite. Troisième exemple, et cette fois, on va attaquer le son, donc le signal audio. C'est WaveNet. WaveNet a été publié en 2016. C'est un modèle génératif entraîné sur de l'audio brut et qui génère de l'audio brut. WaveNet modèle un signal audio, donc qui est en gros une time series, avec à chaque étape, à chaque frame, on a la valeur, l'amplitude de la wave. Et donc, il modélise la probabilité d'une séquence audio comme étant le produit de ces probabilités-là, c'est-à-dire le produit des probabilités à chaque pas de temps étant conditionné par tous les pas de temps précédents. Donc, c'est assez logique. C'est l'audio au temps t dépend de l'audio au temps précédent. L'optimisation, classiquement, c'est de maximiser la log likelihood des données d'entraînement, donc de l'audio lui-même. Pour ce qui est de l'architecture, donc là, on voit deux illustrations. La première en haut, donc en bleu, on a l'audio. Alors en réalité, cet audio, il est représenté de manière naturelle, de manière continue. Il va être quantisé, donc il va avoir un algorithme de MuLaw qui va être appliqué, puis quantisé en 256 valeurs. Donc l'input, en réalité, ça va être une de ces 256 valeurs. Et puis, les différentes lignes que vous voyez là, ce sont des convolutions à une dimension, à savoir la dimension temporelle, et ce sont des convolutions causales, en ce sens que le filtre va toujours prendre en compte uniquement les étapes précédentes. Donc, il n'y a pas de vision sur le futur. En empilant ces convolutions, on peut générer un output. Pour des raisons de calcul et afin d'élargir le champ réceptif du modèle sans faire exploser le nombre de paramètres, les auteurs, donc Ord et autres, ont introduit un facteur de dilatation. Et là, c'est ce que vous voyez dans la deuxième illustration. Ce facteur de dilatation, il permet à l'output d'être conditionné par un large segment de temps sans que le nombre de paramètres explose, en gros. Et voilà pour l'architecture globale de WaveNet. Donc là, en vert, vous avez les convolutions dilatées. Des gated activations qui ressemblent un peu, si vous connaissez un peu le LSTM, c'est un peu la même idée, avec des gates. Un channel-wise pooling, donc ça, c'est les convolutions 1 par 1, des connexions résiduelles, des skip connections. Tout ça en entrée d'une non-linéarité, d'une autre compression, channel-wise pooling, non-linéarité, softmax. Donc softmax va produire une classification, ou plutôt une distribution discrète sur les 256 valeurs possibles. Et à partir de ça, on peut générer de l'audio. Donc maintenant, ce modèle, il est autorégressif et il peut générer des choses intéressantes, entraînées telles quelles. C'est-à-dire, on va lui donner un tout petit bout d'audio et à partir de ça, il va générer la suite. Alors, ça ne va pas ressembler à du vrai discours.
ça va très fortement ressembler à de la parole humaine, mais ça ne va avoir aucun sens. Et c'est là qu'intervient le conditionnement du WaveNet. Donc, on peut conditionner un WaveNet en ajoutant à chaque pas de temps un vecteur H qui va représenter le contexte ou le conditionnement. Il y a deux formes de conditionnement possibles. Le conditionnement global, ça va être, par exemple, d'ajouter un vecteur qui va identifier le locuteur. Ce vecteur, il ne va pas changer. C'est toujours le même locuteur qui parle, a priori. Et il va être dupliqué à chaque time step. Et donc, il va accompagner les prédictions à chaque pas de temps. On peut aussi avoir un conditionnement. Donc ça permet, par exemple, si vous avez un synthétiseur de voix, ça vous permet de spécifier le locuteur désiré, le locuteur cible. On peut aussi conditionner WaveNet localement. Donc ça pourrait être, si par exemple on a un transcript, on peut faire de la synthèse vocale, des phonèmes, des probabilités phonétiques, un spectrogramme. Si on veut faire par exemple un vocodeur neuronal, on peut tout à fait partir du spectrogramme et générer de l'audio, ça marche très bien. Et là, l'upsampling, c'est-à-dire on va faire un upsampling des vecteurs conditionnants si leur fréquence d'échantillonnage est inférieure à la fréquence de l'audio. Donc, si on a des probabilités phonétiques tous les 200 frames audio, on peut soit les répliquer 200 fois, soit le faire de manière, apprise, avec des déconvolutions. Voilà, donc petit exemple. Premier exemple peut-être concret. Donc deux expériences. C'est un travail en cours. Donc deux expériences. La première à gauche, c'est un WaveNet conditionné sur le spectrogramme. Donc le spectrogramme va pour chaque étape de temps, chaque pas de temps, assigner aux différentes bennes de fréquence des valeurs qui représentent la puissance. Donc ça, en gros, ça décompose l'énergie en fréquences. C'est une short time Fourier transform. Il peut y avoir des transformations additionnelles, par exemple projection sur une Mel scale. Donc si on conditionne un WaveNet sur un spectrogramme, ce que vous avez en haut, donc là c'est l'audio de référence. C'est l'audio sur lequel on part. Donc, on prend cet audio, on extrait un spectrogramme et WaveNet essaye de se débrouiller pour le reproduire. Donc, au début, on voit que, bon, c'est pas encore ça, mais il a quand même commencé à détecter les transitoires, par exemple. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose. En tout cas, ce n'est pas du bruit total. Une fois que le modèle a convergé, on se rend compte que l'audio généré est très proche de l'audio de référence. Et ça veut dire que WaveNet peut effectivement très bien modéliser la parole à partir du spectrogramme. Ce qui n'est pas si étonnant, en fait, puisque le spectrogramme est aussi passé en entrée de nombreux synthétiseurs, vocodeurs, etc., qui marchent déjà. Donc, en soi, ce n'est pas une nouvelle technologie. À droite, une autre architecture. Donc, cette fois, c'est WaveNet conditionné par des PPG. Donc, les PPG, c'est les logs des probabilités postérieures des phonèmes. Donc, on va découper le temps en frames de 40 millisecondes et on va essayer de détecter le phonème le plus probable qui a été prononcé à ce moment-là. Donc, ces probabilités, elles sont extraites d'un modèle acoustique qui fait partie d'un système de reconnaissance vocale. Et donc, qui donne une représentation complètement invariante vis-à-vis du locuteur. Puisque tout ce que le WaveNet aura en entrée, c'est donc les probabilités phonétiques. Aucune caractéristique spectrale ou timbrale qu'on pourrait extraire du spectrogramme, par exemple. Donc là, l'apprentissage est plus lent. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer là, c'est que pendant assez longtemps, il va produire quelque chose qui ressemble à du bruit. Mais quand il commence à s'approcher de la convergence, il va produire des waveforms qui ne ressemblent pas tout à fait à l'audio, contrairement au spectrogramme, puisqu'il a moins d'informations. Mais néanmoins, à l'écoute, on voit une similarité. Alors, je vais vous faire écouter quelques audios là-dessus pour démontrer le PPG WaveNet. Je précise juste que dans ces audios, vous allez remarquer que non seulement le contenu est préservé, mais l'intonation l'est aussi.
Alors, si on partait uniquement des probabilités phonétiques, on ne pourrait pas préserver l'intonation. Mais ce qu'on peut faire en plus, c'est d'extraire la fréquence fondamentale pour chaque frame, et donc de la donner en entrée. Donc la fréquence fondamentale, c'est la hauteur la hauteur du son. Et donc ça permet au modèle de préserver, disons, la mélodie de la locution. Karel, est-ce que tu veux bien nous jouer donc les deux exemples? Alors, je préciser, hein, donc là, ce que vous allez voir, c'est une tentative d'autosuperviser de reconstruction d'un segment audio à partir des probabilités phonétiques extraites d'un modèle acoustique et de la fréquence fondamentale, et uniquement de ces deux choses-là. Alors, j'y vais. Sur votre séjour, vous l'envoyez aux assurances, on vous donne les informations pour que Ça, c'était C'est du discours téléphonique, je précise. Donc ça, c'était la référence. Est-ce que tu peux nous jouer le généré? Votre séjour, vous l'envoyez aux assurances, on vous donne les informations Légèrement dégradé, mais on arrive quand même à préserver l'intelligibilité. Et deuxième exemple? Une en 2019, une à Austin-Casque en 2018. Et le généré? Une en 2019, une à Austin-Casque en 2018. Voilà. Donc à quoi ça va servir? Tel que je vous l'ai montré là, vous me dire, ok, en gros, on a réussi à dégrader le son légèrement. Mais en réalité, ça peut être ensuite utilisé, par exemple, pour convertir la voix. Puisque les features des probabilités phonétiques sont invariantes par rapport au locuteur. Donc on pourrait prendre une voix. Malheureusement, là, j'ai pas eu le temps de générer ces samples, ça aurait peut-être été un peu plus parlant, mais on peut prendre une voix, appliquer un modèle acoustique dessus, et ensuite faire générer la locution. Oui? Excuse-moi. Ah, d'accord. Ok. Oui, voilà. Donc, on peut l'utiliser pour de la conversion vocale, par exemple, ce qui a des enjeux en anonymisation. Donc, si vous avez un jeu de données avec des données sensibles, on sait que la voix est une donnée biométrique, donc la conversion a un peu le vent en poupe en ce moment, puisque ça répond à des enjeux de privacy protection. Quatrième et dernier exemple d'apprentissage autosupervisé, c'est les auto-encodeurs. Donc, les auto-encodeurs répondent à peu près tous à la même logique. On va partir du signal ou du point d'entrée X, représenté par la grande barre bleue. On va l'encoder, le compresser dans un espace sous-dimensionné. On va appeler ça le code ou la variable latente Z, et à partir de Z, on va essayer de reconstituer, quand je dis on, c'est bien sûr le modèle, on va essayer de reconstituer X. Et donc, l'objectif, c'est de minimiser la distance entre X et X'. Un exemple d'auto-encodeur, ce sont les auto-encodeurs variationnels présentés par Qingmai Wheeling en 2014. En haut, vous voyez on va dire le modèle génératif illustré. Donc, on a une variable observée X. X, ça pourrait être par exemple de la parole observée. On pose ou on suppose qu'elle est générée ou qu'elle dépend d'une variable cachée ou latente Z. La probabilité jointe de ces deux variables aléatoires étant conditionnée par θ. Malheureusement, donc ça c'est les modèles latents, ça correspond au modèle, on va dire, classique. Malheureusement, la probabilité postérieure P de Z étant donnée X est très souvent intraitable dès qu'on commence à avoir des modèles un tant soit peu complexes. Donc l'idée, c'est d'approximer le postérieur P de Z étant donné X par une autre distribution qu'on va introduire et qui va être paramétrée par phi. Et donc ce paramétrage, on va les appeler les paramètres variationnels. Pour ceux qui sont familiers des méthodes expectation maximization ou variational inference, vous aurez entendu parler du elbow. Mais le elbow donc, permet, à défaut de faire de la maximum likelihood, de maximiser la borne inférieure de la log likelihood. C'est ça le evidence lower bound.
Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Les slides seront disponibles et il y a une bibliographie à la fin si ça vous intéresse. Toujours pas de questions, Karel? Si, on a quelques questions. Ok. J'avais une question de Guillaume Fournier sur est-ce que ce que tu venais de la démo qu'on vient de faire à l'instant, ça ne pourrait pas permettre justement d'anonymiser et donc de perdre les caractéristiques personnelles d'une voix? C'est exactement oui. Et c'est bien l'enjeu en fait. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'intérêt généré autour de la conversion vocale. Donc oui, tout à fait. Et alors j'ai une autre question, mais j'ai perdu ma page. Excuse-moi, je reviens. Hop, voilà. Est-ce que la reconstitution du signal vocal peut-il impacter la diarisation? J'ai pas fait d'expérience sur le sujet, mais en tout cas, c'est sûr que la diarisation est sensible aux perturbations. Donc, nous, chez Bad Voice, on travaille sur du signal téléphonique, souvent dégradé, souvent dans nos environnements urbains, et la diarisation en souffre pas mal. Donc, je dirais que oui, probablement, mais j'ai pas la réponse. D'accord. Et une dernière question, par rapport à encore une fois à la partie WebNet que tu démontrais tout à l'heure, est-ce que tu aurais d'autres applications pratiques dans le domaine, je ne sais pas, assurance banque, dans la biométrie? Est-ce que tu as des cas d'usage en fait de cette techno en dehors de la partie anonymisation dont on vient de parler à l'instant? Oui, la synthèse vocale, donc les synthétiseurs vocaux. Donc, si je reviens sur la slide des conditionnements. Donc, si par exemple, on peut entraîner un WaveNet de manière à ce qu'il devienne un synthétiseur vocal. Donc, ça suppose d'avoir en données d'entraînement donc les audios, le texte associé. Et après, il suffira de conditionner l'audio par ce texte. Et donc, WaveNet générera une synthèse vocale de très grande qualité. Je n'ai pas moi-même entraîné de tels modèles ni vraiment expérimenté, mais j'ai vu ce que ça peut faire et c'est vraiment bluffant. Donc, je dirais la synthèse vocale, c'est ce qui me vient à l'esprit immédiatement. Alors, j'ai une follow-up sur la partie anonymisation. Et dans l'autre sens, entre guillemets, quels sont les outils et métriques qui permettent de prouver qu'on a bien anonymisé et qu'on ne peut pas réidentifier à partir du résultat le locuteur de départ? Globalement, il y a deux méthodes. Et en général, les chercheurs vont travailler sur les deux. Puisqu'elles sont complémentaires. On va avoir une méthode automatique. Donc, par exemple, on peut avoir entraîné au préalable un vérificateur de locuteur. Et on va faire tourner ce vérificateur de locuteur sur des données synthétiques et des données naturelles. Et l'évaluation sera d'autant meilleure que le equal error rate, c'est-à-dire quand le vérificateur de locuteur aura dit ça, c'est pas les mêmes voix, alors que c'était de base les mêmes voix. Ça va être le critère. Sinon, on peut demander à des annotateurs humains d'évaluer, d'apparier en fait des segments audio, dire voilà, ce segment audio a été dit par tel locuteur, correspond à ce même autre segment audio. Mais il faut prendre en compte d'autres choses, puisque dans la conversion vocale, il va y avoir aussi de la dégradation. Donc, peut-être, par exemple, il y a certains... Donc, en fait, il y a plusieurs dimensions à considérer. Certains modèles vont très bien imiter l'empreinte vocale du locuteur cible, mais on va perdre en intelligibilité. Donc, on peut aussi tester l'intelligibilité du module converti de manière automatique en faisant tourner un speech-to-text, un ASR dessus, et en évaluant le word error rate. Et donc, si le word error rate n'est pas trop dégradé sur les données synthétiques par rapport aux données naturelles, ça voudra dire que l'intelligibilité est peu ou prou conservée. Super, merci beaucoup. Je te laisse continuer le suite de ta Ça marche. Merci. Donc voilà, ça c'était un premier auto-encodeur variationnel. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'approximer la postérieure P de Z étant donné X, car le réel postérieur est intraitable.
et une application, encore une fois, cette fois de la reconnaissance, de la conversion, où on va avoir un encodeur, donc c'est le Q de phi, donc ça c'est l'approximation du postérieur, qui va générer la variable latente Z, et on va fournir donc au décodeur en entrée cette variable latente Z accompagnée d'un vecteur d'identité qui va identifier le vecteur, ça peut être un one-hot, ça peut être un speaker embedding, et encore une fois, comme toujours, j'ai envie de dire, le but du jeu, ça va être de pouvoir reproduire, de pouvoir reconstituer X. Et ça n'est pas une tâche facile parce que le vecteur Z est fortement compressé par rapport au signal d'entrée. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour aller condenser le plus d'informations utiles. Et l'idée de fournir un speaker embedding, c'est d'épargner au décodeur la tâche, ou plutôt à l'encodeur, la tâche d'encoder des caractéristiques du locuteur. Et donc, a priori, Z, idéalement, je vais dire, Z ne va contenir que des informations qui sont invariantes par rapport au locuteur. Donc, qui peuvent s'approcher, par exemple, du pur acoustique, tel phonème, etc. Et l'optimisation se fait de la manière selon Kingma et Welling, donc c'est des auto-encodeurs variationnels. Il y a quelques ajouts, il y en a 2 en particulier, je vais très rapidement les mentionner. Là, on voit un discriminateur, c'est ce triangle. D'ailleurs, j'aurais pu prendre comme exemple les GAN, les Generative Adversarial Network, comme aussi un très bon exemple d'auto-supervisé. Mais bon, on ne peut pas non plus tout passer en revue. Mais l'idée là, c'est effectivement, en fait, on va considérer que l'auto-encodeur est un générateur, plutôt le décodeur est un générateur, et on va le confronter à un discriminateur. Le discriminateur va essayer de, en gros, distinguer les exemples synthétiques des exemples réels, et le décodeur, lui, à l'inverse, va essayer de faire que la conversion soit la plus fidèle possible à l'empreinte vocale du locuteur cible. Et donc, il va y avoir un jeu entre le décodeur et le discriminateur. Autre élément d'ajout, c'est peut-être un détail, mais il y a un cycle. Donc, en fait, on va convertir X à X', ensuite à X de prime. Et donc, on va convertir X, on va fournir le speaker identity vector de Y. Ça va produire X'. Ensuite, on va donner X' à l'encodeur, cette fois donner le speaker identity vector de X. Et l'idée, c'est que X' ressemble le plus possible à X. C'est-à-dire qu'il y a eu un cycle de conversion totale. Et ça permet d'entraîner une conversion explicitement parallèle entre différents locuteurs. La limite de ce genre d'approche, d'ailleurs, cyclique, mais qu'on voit beaucoup, c'est que, en fait, ils sont spécifiquement entraînés pour convertir la voix de tel locuteur à la voix de tel autre locuteur. Ce qui veut dire que si on veut convertir une voix qu'on n'aura pas vue dans le jeu d'entraînement, ça peut être très compliqué, voire impossible avec ce genre d'architecture. Voilà, deuxième variante des auto-encodeurs, également appliquée à la conversion vocale. Mais cette fois, les auteurs, Polyak et Wolf, sont plus ambitieux. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est un convertisseur universel. Et ce qu'ils ont réussi à faire en partie. Donc, un convertisseur universel, ça veut dire je peux prendre n'importe quelle voix en entrée, que je l'ai vue ou non dans le jeu d'entraînement, et ensuite, je peux la convertir en une autre voie. Donc, comment ils s'y prennent? Donc, il y a un encodeur. Pareil, c'est toujours la même idée. On va compresser le signal. Et ensuite, on va essayer de le reconstruire. Donc, ça, c'est l'auto-encodeur loss basique. Mais entre deux, les variables latentes, donc les codes qui ont été produits par l'encodeur, vont être passés à un classifieur. Et le but de ce classifieur va être de distinguer l'origine des différents vecteurs latents. Donc dire, ce vecteur latent, il vient de locuteur A. Ce vecteur latent, il vient de locuteur B. Ce vecteur latent, il vient de locuteur C, etc. Et il va y avoir, encore une fois, un jeu adversarial training où le but de l'encodeur va être de faire en sorte que ce classifieur performe mal, alors qu'évidemment, le classifieur lui-même va essayer de performer au mieux. Qu'est-ce que ça produit? Ça veut dire que à terme, une fois le modèle convergé,
ces représentations latentes qui ont été reproduites par l'encodeur, idéalement, sont invariantes par rapport au locuteur, puisque le classifieur, à la fin de l'entraînement, n'est plus en mesure, en partie bien sûr, de classifier les vecteurs et de pouvoir les réassigner à leur locuteur. Et ça, c'est ce qui sous-tend l'universalité de ce système, puisque ça veut dire qu'a priori, l'encodeur ignore toutes les variables qui ont trait au locuteur. Ça veut dire qu'on peut lui donner un nouveau locuteur. En pratique, ce n'est pas tout à fait le cas encore. Donc, si on lui donne un locuteur qui n'a pas été dans le jeu d'entraînement, les performances sont légèrement moindres. Mais néanmoins, et globalement, ça marche. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on a la loss d'auto-encoding. Eric, si je me permettrais de te dire juste que ouais, ça fait longtemps là. Les horaires, donc si tu peux te donner un petit coup d'accélérateur, merci. Ah ouais, on l'a largement dépassé, excuse-moi. Donc, je vais passer ce détail technique. On va aller directement à la démo et je vais laisser la parole à Elias. Donc là, la démo, c'est démo de conversion vocale explicite. C'est-à-dire que le modèle a été entraîné avec un auto-encodeur variationnel sur des locuteurs spécifiques. If not, it's about time somebody did. Ça, je précise là, c'est plus de la parole. Vous avez noté peut-être que la qualité audio est bien meilleure. C'est plus de la parole téléphonique. Donc ça, c'est la voix source. Première voix cible féminine. If not, it's about time somebody did. Deuxième voix cible féminine. If not, it's about time somebody did. Première cible masculine. If not, it's about time somebody did. Et dernière. If not, it's about time somebody did. Bon, vous n'avez pas eu accès, et on ne va pas passer trop de temps dessus, aux enregistrements originaux de ces locuteurs-là, mais je pense que vous voyez très bien qu'en tout cas, il réussit à produire une empreinte vocale différente de la source et qui a l'air réaliste. Voilà, je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Merci en tout cas. Merci à toi, pas de problème. Et donc, on va passer maintenant la parole à Ilyes. Merci beaucoup, Karel. Alors, donc, du coup, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Ilyes Rebé, ingénieur de recherche speech scientist chez l'Inagora. Je présente en deux mots les activités de recherche de l'Inagora. En fait, depuis plus de 5 ans, on travaille sur le développement de solutions IA et particulièrement des solutions NLP, des solutions de reconnaissance de la parole. Voilà donc les activités de recherche de l'équipe R&D l'Inagora. Et maintenant, on commence la deuxième partie de cette présentation. Alors, dans cette partie, donc, du coup, je vais vous présenter l'approche self-supervised learning et particulièrement l'approche Wave2Vec. Il y aura deux parties théorique et partie pratique. Donc, pourquoi l'apprentissage autosupervisé pour la reco de la parole et le Wave2Vec? En fait, il existe des milliers de langues parlées dans le monde. Aussi, il y a plusieurs dialectes différents, ce qui représente un énorme défi pour le développement d'une solution, d'un moteur de reconnaissance de la parole de haute qualité. Il n'est pas simplement possible d'obtenir des ressources pour chaque langue, en fait, et aussi pour chaque dialecte dans les nombreux domaines possibles. Par exemple, comme domaine, la parole lue, la parole spontanée pour les réunions, la parole spontanée aussi pour les émissions radiophoniques télévisées, ou même pour le domaine de call center, la parole téléphonique ou bien des appels téléphoniques. Du coup, donc, pour concevoir et développer un système de reconnaissance pour une langue dialecte dans un domaine donné, avec les approches existantes, surtout des approches supervisées, il faut avoir un gros corpus de données annoter. Et quand je dis données annotées, là, c'est des audios transcrits manuellement par des humains et parfaitement, surtout, sans erreur, afin d'obtenir les meilleures performances de reconnaissance. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour la majorité des langues. En fait, il y a la plupart des langues, il y a 7000 langues dans le monde qu'on peut les considérer comme langues à faible ressource.
Et là, c'est la première motivation pour l'approche Wave2Vec. La deuxième motivation, c'est le fait que les données non annotées, on peut toujours les trouver, c'est vraiment plus accessible que les données annotées grâce à plusieurs plateformes comme YouTube et autres. Ou bien, on peut tout simplement enregistrer les réunions, les discussions afin de construire un corpus audio pour l'entraînement. C'est ça. Donc, d'où l'idée et l'approche de Wave2Vec. Donc faire face au problème des langues à faibles ressources. Et deux, surtout, exploiter les données non annotées qu'on peut les trouver facilement. Slide suivant. Là, donc, c'est le Wave2Vec. Le modèle Wave2Vec est l'un des modèles de pointe actuels pour la reconnaissance de la parole en raison de l'apprentissage autosupervisé, qui est un concept qu'on peut dire assez nouveau dans le domaine de la parole. Ce mode d'apprentissage, en fait, permet d'entraîner un modèle sur des données non annotées. Ensuite, ce modèle, on peut le fine-tuner sur des données annotées, sur des audios annotés pour une tâche spécifique. Et comme tâche, c'est par exemple la prédiction des lettres ou bien les phonèmes dans les systèmes de reconnaissance de la parole. Comme résultat publié dans l'article Wave2Vec, ils ont prouvé qu'avec seulement 1 heure de données annotées, le modèle Wave2Vec, bien sûr fine-tuné, pas le modèle pré-traîné, donc c'est le modèle fine-tuné, a dépassé la performance et le précédent état de l'art entraîné sur 100 heures. Du coup, c'est en utilisant vraiment 100 fois moins de données annotées par rapport à l'état de l'art. Et par conséquent, ce résultat vraiment prouve que les modèles autosupervisés peuvent être une solution vraiment pour atteindre des meilleures performances de haute qualité de reconnaissance dans le cas des langues à faibles ressources de données. De même, donc, cette approche est non seulement prometteuse, en fait, elle est prometteuse pour la reconnaissance de la parole, mais pas que, mais aussi prometteuse pour aussi le traitement de la parole, le traitement pour les solutions, pour les applications NLP plus globalement, et comme on verra dans les prochaines diapos. Slide suivant. Donc, voici un petit exemple de résultat obtenu par les auteurs de l'article Wave2Vec. Le modèle de base a été fine-tuné, je vous donne le contexte, donc le modèle de base a été fine-tuné sur le corpus de benchmarking LibreSpeech pour la tâche de reconnaissance de la parole, bien sûr. Le résultat est là, c'est en termes de word error rate sur le corpus test clean et other. On voit bien qu'avec 100 heures de données, cela a permis d'obtenir 2% de word rate sur le clean et avec une différence de 0,2% par rapport au modèle entraîné sur les 960 heures. Et du coup, c'est avec moins fois de données, ils ont obtenu presque les mêmes résultats. De même, donc l'utilisation de seulement 10 minutes de données d'entraînement, bien sûr annotées, ce qu'on peut considérer comme vraiment dans le domaine de la reconnaissance, c'est vraiment rien. C'est pas vraiment une quantité de données pour l'entraînement. Ça a donné lieu à un word rate de 4,8 sur le corpus clean, on peut dire non bruité, et 8,2% sur la partie test others, qui est un corpus un peu challenging, où il y a des bruits, plusieurs challenges. Ainsi, du coup, on peut conclure qu'entraîner un modèle qui permet d'avoir une bonne représentation, très bonne représentation du signal, donc le modèle Wave2Vec, la partie auto-supervisée, facilite la tâche de fine-tuning et le modèle, du coup, peut converger rapidement et surtout sur peu de données. Après, donc là, je vous montre l'idée générale du Wave2Vec. Donc, comme le montre l'image, donc le modèle est en fait entraîné en 2 phases. La première phase, c'est en mode auto-supervisé, qui se fait à l'aide de données en fait non étiquetées, non annotées bien sûr, et vise bien sûr à obtenir la meilleure représentation possible
à partir des données en input. Vous pouvez penser à cela de la même manière que penser au modèle Wave2Vec. Donc, c'est presque la même idée. Le Wave2Vec, le Word2Vec, pardon. Donc, le Word2Vec, en fait, vise à obtenir la meilleure représentation du modèle de langage. Mais là, le Wave2Vec vise à avoir une représentation pour le cas de la parole. La deuxième phase, donc là, j'ai parlé de la première phase, de la phase auto-supervisée. La deuxième phase, c'est le fine-tuning supervisé. Et là, on prend le modèle pré-traîné et en utilisant des données annotées pour apprendre au modèle à prédire, par exemple, dans le cas de la reconnaissance de la parole, des lettres, des phonèmes ou bien des bouts de mots en utilisant l'approche de Google, le Sentence Piece. Voilà, donc c'est ça les deux parties de Wave2Vec. Là, on passe vers l'architecture de la partie supervisée, la partie fine-tuning, qui se compose généralement de trois parties principales. Donc, la première partie, c'est les couches convolutives, en fait, qui prennent en entrée le signal brut, le signal audio, pour obtenir une représentation latente Z. Cette partie, on peut la considérer aussi comme une étape de feature extraction dans le domaine de speech recognition, ou bien on peut l'appeler, c'est une partie de feature encoder. Chaque vecteur, en fait, là, chaque vecteur obtenu représente un frame audio de 25 millisecondes et un pas de 20 millisecondes. La deuxième partie, c'est les couches transformer. Donc, elle prend en input les représentations obtenues à partir des CNN et génère comme output une représentation contextualisée. Et à la fin, la partie prédiction, par exemple, des lettres. Là, c'est la projection linéaire pour obtenir la sortie Y. Ça peut être une simple couche de sortie, une couche de prédiction, ou même plusieurs couches neuronales, ou même une architecture plus complexe, par exemple le sequence-to-sequence. Les deux premières parties, la partie CNN et transformer, représentent et correspondent vraiment au modèle Wave2Vec. C'est pour vous donner une idée. La partie rajoutée au-dessus, c'est la partie supervisée pour les outputs, pour la prédiction des outputs. Passons maintenant au modèle Wave2Vec et la partie auto-supervisée. Donc, comme je vous avais expliqué, donc le modèle Wave2Vec est composé principalement de deux parties, de deux couches, des couches CNN et des couches Transformers. L'idée principale est simple et similaire à BERT en NLP. En fait, une partie de l'input est masquée et le modèle essaie de deviner, prédire la représentation latente correspondante à cette partie. Durant l'apprentissage, les représentations Z obtenues à partir des couches CNN sont discrétisées avec un module de quantisation. En fait, je vous explique à peu près c'est quoi le modèle de quantisation. Donc, la quantisation, c'est un process de conversion des valeurs d'un espace continu en un espace, des valeurs dans un espace discret. Dans le domaine NLP, déjà, l'input, c'est en espace discret. Par contre, dans le domaine de la parole, l'input, c'est dans un espace continu. D'où l'utilité d'utiliser ce module-là, ce modèle de discrétisation. Donc, pour le modèle Wave2Vec, donc le module de quantisation utilise un Gamble Softmax pour choisir en fait les vecteurs, ce qu'on appelle aussi des codes, à partir de différents codebooks. Là, les codebooks, sont les représentations latentes, Z, et les entrées, les vecteurs en fait choisis sont ensuite concaténés afin d'obtenir une représentation quantized representation Q, comme c'est présenté dans la figure là. Et enfin, le modèle est entraîné en résolvant en fait quantitative learning
sur les représentations latentes masquées. En fait, le contested learning, c'est un concept dans lequel l'entrée est transformée de deux manières en fait différentes. Le modèle est entraîné à reconnaître si ces deux transformations en fait de l'entrée sont similaires ou pas. Dans le cas de Wave2Vec, ces deux transformations, la première c'est la transformation des transformers et la deuxième c'est la représentation obtenue à partir du modèle de quantisation. C'est ça en gros comment ça fonctionne l'apprentissage auto-supervisé du Wave2Vec. Maintenant, passons au slide suivant. Ici, donc, je vous donne un petit récapitulatif de ce qui a été dit. Donc, là, donc, le modèle Wave2Vec, pour ne pas faire une confusion, donc c'est un modèle, en fait, un modèle acoustique. Ce n'est pas un modèle de langage, enfin, il n'y a pas la partie de langage, mais on peut toujours la rajouter avec ce modèle. Donc, avec le modèle Wave2Vec, afin d'améliorer et avoir une meilleure transcription. Et comme modèle de langage qu'on peut utiliser, on peut utiliser bien sûr les modèles Ngram, les modèles neuronaux comme les RNN et les Transformers. Ce petit tableau résume les différentes parties du modèle Wave2Vec dans les deux cas. Les parties qu'on peut utiliser dans la partie auto-supervisée et les modules qu'on peut utiliser dans la partie fine-tuning. Donc là, on voit que les couches convolutives, on les utilise dans les deux parties, dans les deux entraînements, vu que ça fait partie en fait de l'architecture du Wave2Vec. Comme, enfin, c'est pareil pour les couches transformers, on l'utilise dans les deux étapes de training, phase de training. Par contre, la quantisation, le modèle de quantisation, on l'utilise juste pour l'auto-supervisé, donc dans l'apprentissage auto-supervisé. Et enfin, la partie projection linéaire de l'output, on l'utilise pour le fine-tuning afin de prédire, dans le cas de la reconnaissance de la parole, les caractères ou bien les phonèmes. Enfin, c'est juste un petit résumé, surtout des idées sur l'apprentissage et les coûts d'apprentissage des deux parties, des deux phases. En fait, malgré que les données requises pour l'apprentissage auto-supervisé du modèle Wave2Vec sont généralement très accessibles, on peut toujours utiliser beaucoup de données, mais en termes de ressources de calcul, ça nécessite en fait un nombre de GPU non toujours disponible, un nombre de GPU un peu significatif. Là, dans l'article de Facebook, ils ont décrit qu'ils ont utilisé 64 GPU. Et c'est pas vraiment toujours possible pour tout le monde. Et si on utilise peu de GPU, le temps d'apprentissage devient très important, ça devient énorme. Et c'est vraiment pour moi, je trouve que le majeur inconvénient de cette approche. Alors, Ilyes, justement, on a une question de Amine de la Mutuelle Générale qui se demande est-ce que les solutions justement de ce type-là sont prêtes pour être utilisées dans des cas d'usage de transcription en temps réel, par exemple dans la téléphonie, et sinon, quels sont les freins par rapport à des solutions telles que Kali, par exemple? Pour le temps réel, normalement c'est possible. Enfin, il faut faire des modifications, mais normalement c'est possible. En fait, j'ai pas testé ces modèles-là en temps réel. En offline, je les ai testés, ça fonctionne très bien. Mais en online, j'ai pas vraiment un retour d'expérience pour vous dire est-ce que on peut utiliser en temps réel et quelles sont les contraintes, est-ce qu'il faut modifier pour avoir la possibilité en temps réel. Merci. Comme réponse ou bien. Bon, sinon je passe des coups. Donc là, voilà. Donc maintenant, bon, je voulais juste vous dire pour la partie fine-tuning que ça ne demande pas beaucoup de données. Le slide sur. Merci beaucoup, Eric. Donc là, c'est pour la partie auto-supervisée. Donc ça demande beaucoup de GPU. Mais l'avantage de cette approche, donc pour le fine-tuning, on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup de données. Donc, par exemple, on peut utiliser moins de 1000 heures de données annotées. Et aussi,
un seul GPU pour l'entraînement pour avoir des résultats très satisfaisants. Voilà, donc il y a un inconvénient pour la partie non autosupervisée et un avantage pour la partie fine-tuning. Et maintenant, on passe vers les applications. En fait, depuis la publication de l'article Wave2Vec et surtout la publication des modèles pré-traînés de Facebook sur leur repo GitHub, donc les speech scientists ont commencé à exploiter ces modèles-là et surtout faire du fine-tuning sur différentes langues dans le domaine de reconnaissance de la parole et aussi faire le fine-tuning pour d'autres types d'applications comme la vérification des locuteurs, identification des langues, le keyword spotting. En fait, c'est vrai que les résultats publiés par Facebook étaient dans le contexte de la reconnaissance de la parole, mais ceci n'a pas empêché en fait les chercheurs à tester et voir la performance de ce modèle-là dans d'autres domaines de recherche. Et là, on a mis quelques articles de recherche scientifique qu'ils ont utilisé le Wave2Vec comme modèle pré-traîné. Voilà, pour donner un exemple des travaux existants. Alors, maintenant, une comparaison entre le Wave2Vec et les autres modèles architecture. Commençons par l'architecture et les modèles HMM-DNN. Donc, le Wave2Vec, c'est un modèle neuronal. Mais on peut toujours, si on veut l'utiliser dans l'approche HMM-DNN, c'est toujours possible. Et ça, ça peut être intégré comme un module de feature extractor en entrée du modèle HMM-DNN à la place, par exemple, des MFCC au feature bank. Donc là, c'est une idée comment on peut utiliser et combiner le Wave2Vec avec l'approche HMM-DNN. La deuxième comparaison, c'est avec les approches RNN-CTC. Donc, le modèle Wave2Vec, c'est un modèle principalement Transformers qui sont les plus performants que les RNN, qui sont prouvés que sont plus performants que les modèles RNN. Aussi, ce modèle-là, on peut l'utiliser pour le fine-tuning avec la fonction loss-CTC. Et dernièrement, la dernière comparaison, c'est avec les architectures sequence. Donc, le modèle Wave2Vec, on peut le voir comme un encodeur et du coup, ça peut être facilement intégré dans une architecture sequence-to-sequence, surtout dans la première partie dans l'encodeur. On peut toujours l'utiliser dans ces architectures-là. D'ailleurs, Ilyes, le transformer à la base, c'est un modèle sec-to-sec. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, une idée générique. En fait, les Wave2Vec, on peut toujours les utiliser. Voilà, c'est toujours dans ce slide. On peut toujours les utiliser comme un module de feature extractor, peu n'importe l'architecture et les modèles à utiliser. Comme dans l'article le benchmark, ils ont utilisé et testé la performance du modèle Wave2Vec en tant que modèle de feature extraction avec différentes approches hybrides et end-to-end. Donc, vous pouvez regarder les résultats et voir leur retour d'expérience dans le cas d'un module de feature extractor. Passons, c'est ça, dans ce slide. Donc, maintenant, passons à la partie vraiment pratique. Donc, là, je vais vous présenter les modèles qu'on peut trouver disponibles, publics pour tout le monde, pour toute la communauté de machine learning. Commençons par les modèles entraînés par Facebook. Donc, là, juste je vous explique tout d'abord, avant de présenter les modèles disponibles, ils ont entraîné en fait deux types d'architecture. Un modèle qu'ils ont appelé Bayes, le Bayes model. C'est un modèle à 7 couches CNN, 12 couches Transformers avec une dimension de 768 et qui de taille 100 millions de paramètres, le modèle Bayes. Après, ils ont testé une architecture plus large qu'ils ont appelée large model. Donc, toujours pour les couches CNN, c'est la même architecture, donc 7 couches CNN. Par contre, ils ont doublé le nombre de couches Transformers
Et aussi, ils ont augmenté la taille de ces couches-là. Ils ont passé vers les 1024 neurones. Et la dimension de la taille de ce modèle-là, il fait 300 millions de paramètres. Voilà, donc ils ont deux types de modèles. Donc, vous allez trouver, par exemple, sur leur GitHub, toujours base large, base large. Donc là, ça peut vous donner une idée, c'est quoi la différence entre ces deux modèles-là et lequel à choisir pour votre cas de training et de fine-tuning. Alors, donc, après, donc, ce qu'ils ont fait, ils ont entraîné en fait ces deux architectures sur différents corpus. Donc le premier corpus, c'est un corpus en anglais. Ils ont plusieurs corpus qu'ils ont entraînés. Donc, ils ont entraîné en fait les deux architectures, le base et large, sur un jeu de données de 960 heures. Ils ont un autre modèle large entraîné sur 53 000 heures de données LibriVox. Là, il y a la référence, j'ai rajouté la référence pour avoir une idée sur ces données-là, les données utilisées, comment ils ont collecté, c'est quoi les spécificités de ces données-là. Et un dernier vraiment modèle qu'ils ont publié, ça fait pas longtemps, ça fait, je pense, 1-2 mois, si je ne me trompe pas, mais c'est le dernier. C'est un modèle aussi entraîné sur des données en anglais, mais ils ont rajouté d'autres corpus pour l'entraînement. Donc, ils ont utilisé toujours les 53 000 heures, le LV, qu'ils ont appelé le LV60K. Plus, ils ont rajouté le Common Voice, corpus Common Voice, Switchboard et Fisher. Voilà, donc ça, c'est le modèle pré-traîné. Il ne faut pas faire la confusion entre le modèle pré-traîné et le modèle fine-tuné. Le modèle pré-traîné, c'est vraiment le modèle Wave-to-Wave qui permet d'avoir une représentation de la parole. Donc là, c'est des modèles entraînés sur de l'anglais. Et aussi, ils ont entraîné d'autres modèles, des modèles sur du multilangue qu'ils ont appelé le XLSR 53. C'est un modèle entraîné sur 53 langues. Ils ont utilisé l'architecture large comme architecture d'entraînement, de l'architecture du modèle, les 300 millions de paramètres. Ils ont utilisé 56 000 d'heures. Il y a le corpus MLS, leur fameux corpus MLS. C'est un corpus qu'ils ont collecté à partir du projet LibriVox. Ils ont utilisé aussi tout le corpus Common Voice, là, toutes les langues, je pense les 8 langues, et le corpus aussi Babel. Et comme ça, leur modèle final, c'est un modèle multilangue avec 53 langues. Et enfin, il existe d'autres modèles qu'ils ont appelés Vox Populi. Ces modèles-là sont entraînés sur des enregistrements du Parlement européen. Et on peut trouver, vous pourriez trouver que plusieurs modèles, monolangues en fait, dans ce cas, des modèles en français, pré-traînés, des modèles en anglais, espagnol et d'autres langues. Et aussi, toujours des modèles multilangues pour le Vox Populi. Là, on a mis le lien pour voir tous les modèles disponibles pour ce type de modèle-là. Yes, est-ce qu'un de ces modèles fonctionne sur du 8 kHz? Je pense pas. Non, je pense pas. Pour le moment, il n'y a pas de modèles entraînés sur du 8K. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui travaillent sur la donnée téléphonique, malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser ces modèles-là en tout cas. Celui en anglais qui est Switchboard, c'est pas du 8K Switchboard, il me semblait? En fait, il est combiné avec d'autres données, combiné avec du 16K. Donc, je ne sais pas comment ils ont entraîné. Ah oui, comment ils ont fait pour… Peut-être ils ont… Parce que tu peux downsampler, mais upsampler, c'est… si, tu peux juste dupliquer, j'imagine. Ça fait l'interpolation de l'audio, mais bon. En tout cas, ils sont entraînés et ils fonctionnent sur du 16K, c'est ça? Si je ne me trompe pas, oui. Je veux dire, ils fonctionnent sur des 16K, ils ne sont pas forcément entraînés. Oui. Okay. Bon, à vérifier. Pour les modèles XLR, c'est du 16K. Pour les modèles en anglais, sauf le dernier qu'ils ont combiné, rajouté le corpus switchboard, je n'ai pas vraiment une idée comment ils l'ont entraîné. Enfin, ce n'est pas indiqué sur leur repo. Mais les autres modèles, c'est du 16K. Tu vois, Eric? Après,
un participant qui nous dit que ça marche effectivement très bien avec du upsampling et que donc c'est probablement ça qu'ils ont fait. D'accord. Ouais, sûrement, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, donc là, c'est presque tous les modèles qu'on peut trouver disponibles en ligne de Facebook, publiés par Facebook. Et enfin, on passe vers les modèles, d'autres modèles, entraînés cette fois-ci par l'équipe de LIA pour la langue française. Les autres modèles, pour les Facebook, il y a des modèles multilangues et modèles anglais. Par contre, les modèles de l'équipe LIA, qui les ont appelés le benchmark, il y a 7 modèles, mais ce sont des modèles entraînés pour la langue française. C'est sur des corpus français, et du coup, c'est pour la langue française. Ils ont 7 modèles. Ils ont utilisé les 2 architectures, le base et le large, et ils les ont entraînés sur 3 corpus de données. 1000 heures, 3000 heures et 7000 heures. Et ils sont disponibles sur leur repo sur Hugging Face. Pardon. Et là, il y a le lien pour les trouver. Alors, parlons de Hugging Face et surtout des modèles qu'on peut les trouver facilement pour les gens intéressés. Donc, on peut trouver en fait des centaines de modèles Wave2Vec pré-entraînés et surtout fine-tunés, surtout les pré-trainés. Pour les fine-tunés, c'est aussi intéressant de les avoir et les tester surtout et voir leur performance. On trouve ces modèles-là sur la plateforme principalement et beaucoup sur la plateforme Hugging Face. Pour les gens qui ne connaissent pas cette plateforme, en 2 mots, donc on peut considérer Hugging Face comme le GitHub du machine learning. Hugging Face est fondé par des Français et il fait partie du Hub France IA. C'est bien ça, Karim? Ce que je fais, c'était rajouter d'autres choses, mais… C'est ça, Hugging Face, c'est une société qui a été créée par des Français, même si je crois qu'ils sont en fait… leur headquarter est à New York, mais leurs équipes sont à Paris et ils font partie des membres du Hub France IA. Très bien, très bien. Donc, principalement, je vous donne une idée sur leur plateforme. Donc, c'est un hébergeur de modèles de machine learning avec la possibilité de mettre ces modèles en public ou même en private. Et ils ont plusieurs formules gratuites et d'autres payantes avec plus d'options. Et ils ont un service très intéressant, à part la possibilité de publier, mettre ces modèles en open source pour la communauté. Ils ont un autre service, c'est le fait qu'on peut tester, tester surtout les modèles publiés en inférence, surtout les modèles fine-tunés, en inférence sur l'interface web directement, sans avoir besoin du coup de télécharger les modèles, installer les outils nécessaires pour utiliser le modèle et le tester en local. Donc là, je trouve vraiment un point très important et vraiment un avantage pour Hugging Face. Et revenons sur les modèles Wave2Vec. Donc, toujours sur… non, c'est l'autre de slide, s'il te plaît, Eric. Donc, on trouve presque… Celui-là. Celui d'après. Celui d'après. Encore sur… pardon, c'est le Hugging Face. Rapidement, je vais dire qu'il existe plus que 600 modèles Wave2Vec proposés par Facebook et l'équipe LIA et d'autres par des speech scientists. C'est tout. Voilà. Et il y a le lien vers où on peut trouver ces modèles-là, huggingface.co. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Donc, yes, je me permets juste de te dire qu'il nous reste normalement 7 minutes avant la fin. Bon, je vais être un peu rapide quand je vais pas rentrer beaucoup dans les détails là. Donc là, sur ce slide, je voulais vous montrer les résultats publiés dans l'article Wave2Vec et plus précisément comparer les 3 modèles, surtout les 2 architectures, l'architecture base et large. Et c'est les modèles entraînés sur 960 heures et sur 53 000 heures. Rapidement, donc d'après ces résultats, donc on voit que le modèle large entraîné, par rapport au modèle base entraîné sur les mêmes données,
que ça marche bien par rapport au modèle base. Ça veut dire qu'il permet de générer une bonne représentation par rapport au modèle base. Et aussi, le modèle large entraîné sur plus de données, sur 53 000 heures, c'est encore meilleur. Le modèle donne une très, très bonne représentation qui permet, dans la phase de fine-tuning, d'avoir de très bons résultats. Et ça, c'est valide pour les différentes configurations qu'ils ont testées. Et quand on dit configuration, donc c'est avec les différents corpus, les 10 minutes, les 1 heure, 10 heures et 100 heures. Voilà, en gros, c'est juste pour vous dire comment on choisit le modèle pour le fine-tuning, lequel à choisir. D'après ces résultats-là, donc on voit bien que le modèle large entraîné sur plus de données, le modèle élevé 60K, il est le meilleur par rapport aux autres modèles. Voilà, c'est tout pour ce slide. Passons Alors justement, j'ai une question là-dessus, rapidement, mais Oui. est-ce que si on fine-tune sur encore plus de données, par exemple avec de la donnée YouTube, ça pourrait améliorer les… Fine-tune ou bien faire la première partie, la partie auto-supervisée? Alors je ne sais pas, mais donc, non, le fine-tuning, oui. Le fine-tuning, oui, on peut toujours utiliser plus de données pour le fine-tuning. Et normalement, ça peut donner de meilleurs résultats. Après, il faut bien sûr suivre l'évolution de la performance en augmentant petit à petit le corpus pour voir vraiment la limite de ces modèles-là. Mais normalement, on peut toujours utiliser beaucoup de données pour le fine-tuning. Ce n'est pas limité à 1 heure, 10 heures ou bien 100 heures pour le fine-tuning. Là, c'est juste un exemple, surtout pour montrer que leur modèle, avec peu de données, ça peut marcher. Enfin, ça marche bien. Mais ce n'est pas vraiment qu'il faut se limiter avec peu de données à noter pour le fine-tuning. C'est surtout les coûts d'annotation qui limitent. Tout à fait, oui. Et surtout pour les langues où on ne peut pas trouver beaucoup de données à noter, là, ça peut marcher très bien pour ce cas-là. Donc, c'est ça l'idée principale de Facebook. Donc, slide suivant, s'il te plaît. Alors là, on passe vers les résultats en fait de différents modèles, Wave2Vec bien sûr, entraînés par que ce soit Facebook et d'autres organismes comme SpeechBrain, comme Elia. Sur le corpus, là, c'est sur le corpus Common Voice. Les résultats de Facebook étaient sur le corpus LibriSpeech. Là, c'est un autre corpus de benchmarking qu'on utilise dans le domaine ASR pour l'entraînement et pour le benchmarking, pour voir la performance. Donc, ces modèles-là, ces résultats-là sont obtenus sur le corpus Common Voice. Commençons par les modèles publiés et entraînés par SpeechBrain, par les gars de SpeechBrain. Donc, ils ont entraîné en fait 2 modèles. Un modèle Wave2Vec plus CTC et un modèle Wave2Vec sequence to sequence. Ils n'ont pas utilisé un modèle de langage et ils ont utilisé à la place des modèles pré-traînés de Facebook, ils ont utilisé les modèles pré-traînés de Elia. Donc, le modèle, le benchmark Wave2Vec large entraîné sur 7000 heures. Et là, on voit bien qu'ils ont réussi à avoir un word rate de 9% avec l'approche, avec le modèle Wave2Vec CTC et 13% avec le modèle, avec l'architecture sequence to sequence. Passons vers les modèles et les expérimentations de Facebook. Là, le résultat, je l'ai obtenu de leur repo sur Hugging Face. C'est pas, je sais pas, peut-être ils n'ont pas testé beaucoup, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur ce modèle-là, mais le order rate est égal à 25%. Ce qu'ils ont mis sur leur repo, sur Hugging Face. Et enfin, on trouve plein de modèles entraînés par des speech scientists, par des gens intéressés par l'ASR et l'entraînement, le Wave2Vec. C'était dans le contexte, c'était dans le cadre d'un challenge organisé par Hugging Face qui s'appelle XLSR Fine Tuning Week. L'idée, c'est d'utiliser le modèle XLSR de Facebook et faire le fine-tuning en utilisant le corpus Common Voice. Pas de modèle de langage utilisé. Donc, dans ces résultats-là qu'on voit là sur ce slide, il n'y a pas de modèle de langage utilisé. Donc, comme résultat, il y a les résultats, ça dépend déjà des quantités de données de la configuration, mais le word rate varie de 12% jusqu'à 28%. Juste pour vous dire une petite idée sur les travaux des autres gens.
Et le dernier slide, s'il te plaît, Eric, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps déjà. Là, je veux vous parler en fait des travaux, des résultats effectués au sein de l'Inagora. En fait, on a travaillé aussi sur les modèles Wave2Vec. Et l'idée, c'est de tester la performance de ce modèle et surtout de voir l'évolution et la performance de ce modèle en variant la quantité de données. Essayer de répéter plus ou moins la même chose que Facebook, ils ont fait. Voilà. Donc, on a utilisé le Wave2Vec, plus juste, on a rajouté juste une couche de prédiction pour prédire les caractères en français. Et on n'a pas utilisé de modèle de langage. Et on a utilisé le Common Voice pour le fine-tuning. Et c'est le modèle XLSR de Facebook. Je vous donne juste le contexte avant de présenter les résultats, de vous décrire les résultats. En gros, ce qu'on a fait, c'est on a commencé par 6% du corpus training de Common Voice. En fait, le corpus training, il fait 300 heures. Donc, 6%, ça fait plus ou moins 50 heures. Donc, et comme résultat, on a obtenu 20%. Après, on a augmenté, on a passé à 10%, c'est environ 60 heures. On a passé à 18%. En rajoutant plus de données, 30%, ça fait presque 100 heures, à peu près 100 heures. Donc, on a passé à 15%. En gardant la même quantité de données, mais cette fois-ci, on a essayé de jouer sur les techniques de data augmentation, d'impliquer la data augmentation et surtout jouer sur les paramètres. On a passé à 14% et le dernier résultat, c'est en utilisant 60%, donc ça fait presque 200 heures. Toujours en appliquant la meilleure configuration avec la data augmentation, on a passé à 12%. Juste, je voudrais vous dire quelque chose à propos du résultat de SpeechBrain. Les 9%, ils ont utilisé tout le corpus de Common Voice. Juste pour vous donner une comparaison, une idée, pourquoi eux, ils ont utilisé 9%, nous, on a obtenu 9%, 12%. Enfin, je pense que c'est juste à cause qu'ils ont utilisé tout le corpus. Là, ça rajoute. Et ça répond aussi à ta question, Karen. Si on rajoute plus de données, on utilise plus de données pour le fine-tuning, est-ce que ça améliore encore plus ou pas? Là, on voit bien avec le résultat de SpeechBrain qu'on peut avoir un meilleur résultat avec plus de données. Et enfin, le dernier travail, et surtout c'est très intéressant ce travail-là, c'est en fait de prédire non seulement les caractères, de prédire non seulement le caractère, donc du coup, non entraîner un modèle pour l'ASR, mais aussi de prédire la ponctuation avec. Et comme ponctuation, on a utilisé le virgule, interrogation, point, exclamation. Donc, on a utilisé ces 4 signes de ponctuation et on a entraîné le modèle à prédire les caractères plus la ponctuation. On a utilisé, c'est juste un essai rapide pour voir est-ce que ça peut marcher ou pas. Est-ce que ce modèle-là peut converger si on rajoute si on lui force à prédire des choses vraiment non acoustiques. La ponctuation, il y a de l'acoustique derrière la ponctuation comme l'interrogation, l'exclamation, mais quand même, on voulait tester, voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, c'était juste en utilisant 10% des données. Le résultat, c'était vraiment intéressant. Donc, le résultat texte plus ponctuation, ça veut dire le texte, vraiment, c'est les mots plus ponctuation. On a calculé le word rate sur ça et on a obtenu 21%. Et le deuxième résultat, c'est en fait, on l'a fait pour comparer entre le modèle entraîné avec la ponctuation par rapport au modèle entraîné juste sur les caractères et voir est-ce que ça va dégrader en rajoutant la ponctuation à l'entraînement, est-ce que ça va vraiment dégrader la performance et la capacité du modèle à prédire les caractères plus la ponctuation ou pas. Là, on voit que le word rate juste du texte, on a enlevé, en fait, on a juste supprimé la ponctuation et recalculé le word rate et on a obtenu 19%. Si on le compare avec les 18%, avec la même configuration, bien sûr, on ne peut pas comparer les 12% avec les 19% parce qu'on n'a pas utilisé la même quantité de données. Mais si on compare les deux modèles avec les mêmes quantités de données, les 10%, on voit bien là que ça a dégradé la performance juste à 1% en word rate. Et là, c'est vraiment très intéressant. Donc là, vraiment, l'idée est déjà
pour le futur, c'est quand on entraîne des modèles de wave to, enfin, des modèles de reconnaissance et on force le modèle à prédire aussi avec les caractères, la ponctuation. Et en bas, c'est un petit extrait du texte ponctué, prédit par le modèle wave to wake, enfin le dernier modèle avec la ponctuation. Et on voit bien là que le modèle, il a réussi là, à prédire la ponctuation correctement dans la plupart des cas. Où il y a de l'interrogation, si on voit bien que c'est vraiment de l'interrogation, les virgules, les points, etc. Alors, donc, c'est bon pour cette partie. Donc, pour conclure, je veux vous dire que vraiment l'approche Wave to Vec est prometteuse pour la reconnaissance de la parole, mais je pense aussi pour le traitement de la parole, comme je vous ai montré tout à l'heure, les applications, les travaux de recherche effectués par des chercheurs, leurs articles scientifiques. Et comme perspective, donc là, c'est faire vraiment du benchmarking du Wave to Vec sur du multiples domaines. Là, les modèles sont testés vraiment sur de la parole, mais l'idée, c'est vraiment tester la performance de Wave to Vec sur d'autres domaines. Et plus précisément, comme vous posez la question, est-ce que ça peut marcher sur le call center, sur du Weka ou pas? Là, il faut tester et voir. Et moi, je pense que ça peut marcher juste pour la partie fine-tuning. Je ne parle pas de la partie pré-trainée. Bien sûr que si on veut réentraîner le modèle Wave to Vec, on peut toujours le réentraîner. Et là, bien sûr, ça va donner un meilleur résultat par rapport si on utilise le modèle de base, le modèle entraîné sur du CSK et faire le fine-tuning sur du Weka. Ça peut marcher. Mais à tester, c'est vraiment un travail d'ingénierie et de recherche de paramétrage et vraiment d'analyse des résultats et voir comment on peut réentraîner le modèle sur d'autres domaines. Ouais. Et le dernier point, c'est vraiment entraîner sur des données diverses collectées dans le cadre de le Voice Lab. Voilà pour cette partie. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Merci Ilyes. Non, je pense que c'est super parce que tu as été très exhaustif. Tu nous as donné plein d'exemples. Je te laisse la dernière partie. Pardon. Pardon? Je te laisse présenter la dernière partie, pardon. Okay, merci. Je ne vais pas m'apesantir parce qu'il est déjà bien tard, mais donc ce que je souhaitais préciser, c'est que le Voice Lab aujourd'hui, on a donc un projet qui est financé par la BPI, de créer une plateforme avec 3 éléments. Le premier élément, c'est une couche de mutualisation de données, donc c'est ce dont parlait Ilyes en disant à partir de cette couche, on va pouvoir entraîner des modèles. Et donc ça, c'est la deuxième couche. On va pouvoir avoir des moteurs de reconnaissance, mais aussi de synthèse, d'analyse d'émotions, etc. Et la troisième partie, c'est une place de marché où on souhaite rassembler tous les acteurs français et européens à moyen terme de la voix pour faciliter la visibilité de leurs travaux et de leurs services sur le marché. Aujourd'hui, si vous pouvez aller sur le slide d'après, je crois. Oui, désolé, j'ai fait une capture d'écran, je n'avais pas remarqué. C'est pas grave. Nos membres sont assez variés. On a un certain nombre de startups et d'entreprises de la tech, mais on a aussi tout ou presque les labos de recherche qui travaillent dans le domaine. Il y a un certain nombre de grands groupes qui sont utilisateurs de ces technologies ou d'entités publiques telles que le ministère des Finances. Donc aujourd'hui, on en est à une première version où on a collecté 6000 heures de données. Donc ces 6000 heures, on est en train justement de les normaliser, de définir comment on va pouvoir les stocker, les rendre accessibles. On devrait, d'ici la fin du mois prochain, sortir un logiciel d'annotation en open source qu'on appelle Labelite, qui vient des travaux de Bad Voice dans le domaine. Et on fait les premiers entraînements sur le moteur open source LinSCT de Linagora pour valider qu'on a une plateforme qui fonctionne, des données qui sont utilisables. Pour 2022, notre objectif, c'est de pouvoir ajouter d'autres moteurs sur notre plateforme pour s'entraîner sur les données qu'on aura collectées. Donc, entre autres, avoir probablement des moteurs à base de Wave2Vec et comme ça comparer un petit peu les différentes architectures et voir
ce qu'on souhaite mettre à disposition. Un autre élément sur lequel on va commencer à travailler, c'est l'apprentissage fédéré. Donc là, l'idée, c'est qu'au lieu de mutualiser des données de façon centralisée, ce qui pose des problèmes parfois de RGDP, de confidentialité, etc., c'est de voir comment on peut laisser les données chez leurs propriétaires, mais leurs propriétaires nous donnent l'accès à ces données pour qu'on aille faire l'apprentissage localement et on rapporte cette connaissance pour créer un moteur plus performant sans avoir pour autant déplacé la donnée. Et enfin, bien sûr, on va benchmarker et publier ce qu'on aura construit pour le partager avec la communauté. On devrait peut-être la copier, celle-là. Ouais. Je l'ai mise dans le chat. Okay. Vous avez la mailing list sur laquelle vous pouvez vous inscrire. C'est intéressant pour plusieurs choses. Un, vous permettra de connaître les prochains événements que nous organiserons. Et deux, j'ai vu plusieurs personnes nous demander l'accès à la présentation. Donc, on va la rendre accessible et on vous enverra le lien. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé. Il y avait quelques dernières questions, donc je propose à ceux qui souhaitent se déconnecter de se déconnecter. Et si Ilias et Eric, vous avez 2 secondes, je vais vous poser les 2-3 questions qu'il y avait. Alors, je vous les pose toutes et après je vous laisse y répondre. Il y avait une question sur est-ce qu'on a des idées des performances en word error rate de Google Speech to Text comparé aux solutions que vous avez démontrées, par exemple sur Common Voice. Une autre question, c'est est-ce que vous pensez que prédire la ponctuation en même temps que le texte, ça permet d'atteindre une plus grande précision sur la prédiction de ponctuation dans un second temps sur de la qu'avec une prédiction de la ponctuation qui a lieu dans un second temps à partir du texte uniquement. Et je crois que j'avais une dernière question. Non, c'est tout. Voilà. Ok. Pour les performances Google Speech to Text, j'ai pas la réponse définitive du tout. Je peux juste parler de notre expérience. Donc, on a fait un benchmark, je pense, il y a 1 an, et sur différents domaines, y compris du téléphone. Et en fait, ça dépendait largement des domaines. Donc, s'il y a un domaine avec beaucoup de jargon professionnel ou autre, typiquement, on a observé des baisses de performance. Mais donner un chiffre de word error rate comme ça, sans spécifier le domaine ni la base de données, je ne peux pas. Et juste pour la prédiction du texte, pareil, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment ces méthodes se comparent. Je peux juste dire que nous, de notre côté, on a un module de ponctuation, enfin plutôt de segmentation. Ce qu'on cherche à faire, c'est segmenter en gros des locutions qui sont sémantiquement cohérentes. Et on le fait à partir du texte. Ça a l'air de bien marcher. J'imagine que si on part avec un modèle de type Wave2Vec, donc qui incorpore des informations acoustiques, on peut peut-être plus finement détecter des choses comme des interrogations, des exclamations à partir de l'intonation. Mais ça, c'est juste... voilà. Oui, tout à fait, Eric. J'allais dire la même chose. En fait, le travail, le test que j'ai fait, c'était juste pour voir la capacité du modèle Wave2Vec à prédire les caractères plus la ponctuation. Mais après, est-ce qu'on peut remplacer un module de prédiction de ponctuation par un modèle entraîné sur les deux? Je ne sais pas, mais ce que je peux proposer peut-être, c'est de combiner les 2 sorties afin d'affiner, améliorer le résultat. Comme tu disais, Eric, on peut utiliser vraiment l'information acoustique pour les interrogations, les exclamations. On peut bénéficier de ces informations-là à partir du modèle acoustique et ça peut aider le modèle de ponctuation à partir du texte. Tu vois? Donc, je pense que c'est comme ça, on peut... je propose une idée après à voir. Est-ce qu'on peut remplacer vraiment un modèle de ponctuation par un modèle entraîné sur les 2 à partir du signal? Voilà. Merci Ilias, merci Gaël pour l'organisation avec le Hub.
Merci Ilyes et Eric pour vos présentations extrêmement intéressantes. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant. J'avoue honnêtement que je n'ai pas compris tout, mais je pense que même pour ceux comme moi qui n'avaient pas le bagage technique nécessaire, c'était quand même très très intéressant de voir un petit peu les différentes méthodologies, les différentes approches, les évolutions, comment ça se compare. Donc merci à tous les deux. Gaël, je te laisse le mot de la fin. Écoute, je pense que tu as bien annoncé le début de ces échanges très riches autour du Voice Lab et il me reste qu'à dire merci à tout le monde et rendez-vous donc à la prochaine session le 16 décembre à 17h pour une nouvelle conférence du Voice Lab. Merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée. Également.